Bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui, une fois encore, à l'Open Agri-Food. J'ai reconnu des têtes qui viennent d'année en année. Ça fait toujours plaisir de voir la fidélité des gens pour ces manifestations-là et surtout pour ce qui montre l'intérêt que vous y portez quand on parle d'agriculture, quand on parle de bien se nourrir, quand on parle d'impact sur la planète. Ces sujets vous intéressent. Alors, comme chaque année, eh bien, vous l'avez constaté, le format évolue et les thématiques avec. Cette année, on parle des protéines végétales. Ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas beaucoup évoqué les années précédentes. Protéines végétales qui sont au cœur de notre vie maintenant de plus en plus. Et là, on ne va pas parler que de recettes soja, de lentilles et de pois chiches. On va s'intéresser à leur constitution, leur intérêt nutritif bien sûr, la façon dont on les cultive et donc leur impact sur l'environnement. Enfin, on évoquera des enjeux nationaux et même internationaux pour notre agriculture, puisque le ministre de l'Agriculture nous fera l'amitié d'être avec nous. Alors pas en présentiel malheureusement, un empêchement, mais en visio, et je sais qu'il nous attend déjà, donc on va se presser de le retrouver. Alors, je vais commencer par demander, et je vais vous demander de l'applaudir très fort parce qu'elle travaille sur cet Open depuis 1 an. Je vais vous demander d'accueillir Florence Duprat, qui est directrice de l'Open Agri-Food. Florence. Merci Florence. Je disais, ça fait 1 an que vous travaillez sur le sujet. Oui, ça fait 1 an et on est vraiment très contents, très fiers que vous soyez tous là. On attend à peu près 200 étudiants qui vont arriver petit à petit dans la matinée en fonction des bus et des trains. On est très fiers aussi qu'il y ait autant d'étudiants qui aient eu envie de venir à cet Open Agri-Food parce que c'est quand même pour eux qu'on travaille, d'abord pour eux. Donc on espère que toutes leurs contributions, on va pouvoir en faire des belles choses et préparer l'avenir de demain avec eux. Alors juste 2 petits mots pour vous présenter le programme. Donc on a 3 tables rondes successives. La première en ouverture qui va étudier les leviers pour davantage faire de protéines végétales en France. Et puis ensuite une conférence sur les protéines végétales en agriculture, dans le monde agricole. C'est un vrai levier de transformation. Et là, on a beaucoup, je suis très heureuse aussi qu'on ait beaucoup d'agriculteurs cette année qui soient présents parmi nous et qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage. Et en deuxième partie, nous aurons une conférence sur les protéines végétales dans l'assiette, parce que Guillaume Garot va venir nous le rappeler, sans consommateurs, ça ne sert à rien de produire des protéines végétales. Ensuite, à 12h30, on lancera la fresque du bien-être animal. Je pense qu'Emmanuel Vasnex va aussi vous en parler longuement, mais on n'est pas du tout ici pour opposer protéines végétales et protéines animales, bien au contraire. Et en réalisant cette fresque du bien-être animal, on a voulu aussi mettre les protéines animales à l'honneur au forum, et en la lançant à l'Open. D'une directrice, je passe au président. Et je vais inviter Emmanuel Vasnex, président de l'Open Agri-Food, de bien vouloir monter sur scène et que vous pouvez également accueillir. Emmanuel, je vous tends ce micro avec plaisir pour l'ouverture de cet Open Agri-Food 2022. Bien, mais écoutez, bonjour à tous. Donc avec Philippe Noyau, eh bien, on est très fiers de vous accueillir à ce 9e Open Agri-Food. On fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Je commencerai par tout d'abord une grande pensée pour Xavier Belin, parce qu'effectivement, si l'Open existe, c'est grâce à Xavier. Et je pense qu'il serait très fier aujourd'hui de voir ce que l'Open est devenu, les thèmes qu'il y traite au travers de ça. Donc une grande pensée à Xavier qui sera bien sûr présent pendant toute cette Open une nouvelle fois. Ensuite, je voudrais remercier tous nos partenaires. Alors vous m'excuserez, je les citerai pas individuellement parce qu'ils sont tellement nombreux, mais on est aussi très satisfait de voir le soutien de ces partenaires au fil des ans. Effectivement, l'Open Agri-Food aujourd'hui marque de son empreinte par cette espèce de maison en fait finalement où on arrive à recueillir les avis de tout le monde avec beaucoup de diversité, avec beaucoup effectivement de franc-parler. Et je pense que c'est devenu aujourd'hui un outil extrêmement intéressant pour l'avenir.
Alors, ça a été un petit peu dit, on va vous proposer une séance, effectivement, une édition riche en débats, riche effectivement en échanges. Les protéines végétales font débat aujourd'hui dans un certain nombre de choses. Et encore une fois, on n'est pas là pour prendre une position de pour ou contre, mais finalement de quelque chose qui accompagne en fait finalement toute cette transition agroécologique. Et on est bien dans une terre de diversité et de biodiversité qu'il faut effectivement enclencher. Je voudrais aussi, en guise d'introduction, vous dire qu'on est aujourd'hui dans une période qui est une période difficile. Le contexte est extrêmement difficile pour l'ensemble des parties prenantes, nos agriculteurs, les industriels, les distributeurs, les ONG, l'ensemble du monde politique également est très secoué par ce qui se passe actuellement. Et puis que demain, je pense que ça va être également complexe. Alors ce qui se joue aujourd'hui, qui a été amplifié par les différentes crises que l'on a pu vivre, que ce soit la crise Covid, que ce soit la crise énergétique, au travers de ce que l'on peut connaître, eh bien, aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est devenue un peu vitale. Alors vitale pour nous, effectivement, dans nos contrées, mais aussi, on y reviendra, vitale pour l'alimentation mondiale. Et ce qui se joue aujourd'hui, moi, je vais peut-être introduire 2-3 notions fortes. Eh bien, ce qui se joue, c'est la diversité de notre alimentation, c'est la biodiversité, c'est aussi nos territoires, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est pas mal chahuté. Et puis, c'est avant tout cette fameuse souveraineté alimentaire, dont on parle beaucoup, mais moi, j'aimerais bien que plus en parler, on la fasse réellement. Et ça, je vous avoue que j'ai quelques doutes, et je pense qu'il faut aujourd'hui agir au travers de ce que l'on peut faire. Alors, c'est pourquoi, au niveau de l'Open, on a réussi au fil des ans d'abord à réunir tout le monde pour un dialogue commun des différentes parties prenantes. Et je pense qu'à chaque fois que des gens nous disent on est contre ce que dit l'Open ou pense l'Open, on leur dit venez à l'Open, parce que finalement c'est là que vous pourrez vous rendre compte que tout le monde peut avoir son avis, sa position. Maintenant on doit aussi se respecter au travers de ce qui a pu se passer. On a ensuite analysé les filières qui sont dans des situations des fois particulièrement compliquées. Je pense à la filière d'élevage aujourd'hui qui, moi, m'inquiète personnellement énormément. Et puis on a fini finalement par trouver le point commun à toutes ces raisons-là, qui est l'éducation. L'éducation de nos enfants, la formation de nous en tant qu'adultes ou de nos aînés, cette formation à l'alimentation, cette formation à la nutrition. J'y ajoute aussi la formation à l'économie qui pour moi est importante et qui doit être au service effectivement d'une alimentation saine, durable et bonne pour la santé et vraiment au centre de toutes nos actions, et c'est des actions effectivement d'équilibre. Cela doit éveiller aujourd'hui, je pense, plus qu'une prise de conscience. Et j'ai réclamé encore il n'y a pas très longtemps à certains de nos gouvernants effectivement un vrai plan Marshall de notre alimentation. Je pense que notre alimentation à la française et telle qu'on veut aujourd'hui la valoriser un petit peu partout dans le monde est en grand danger. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, on peut avoir des sanctions qui seront très très fortes. Alors, les consommateurs, dans cette période difficile, vont arbitrer. Ils vont arbitrer, les citoyens aussi. Et c'est à nous de leur donner, en fait, finalement, non pas imposer finalement un mode de consommation, mais de leur donner la bonne information au bon moment, une information fiable, une information vérifiable et vérifiée, et qui derrière leur permettra de choisir très librement la façon dont ils ont envie de consommer, ils ont envie de vivre leur alimentation en tant que gens libres, effectivement, au travers de ça. Alors le thème de cette année, et j'en conclurai par là, eh bien, c'est effectivement un thème qui, pour moi, est stratégique. Il est stratégique parce que, bien sûr, pour la nutrition, le rééquilibrage de cette nutrition, à la fois au niveau mondial, 8 milliards de personnes à nourrir demain, on sait qu'on ne pourra pas le faire de la manière dont nous le faisons aujourd'hui, et donc il faut bien se poser les bonnes questions de comment finalement on peut aider, on peut appuyer au travers de ce qui peut se passer. Rééquilibrage de notre propre alimentation, et moi je suis un très grand défenseur du petit salé aux lentilles, donc qui effectivement conjugue des choses très très équilibrées au travers de notre alimentation, et nous devons travailler au niveau de notre santé à ce rééquilibrage alimentaire qui est nécessaire. C'est également, et je pense que c'est important, la transition agroécologique, et j'ai eu l'occasion, et avec Philippe m'avait fait visiter son exploitation et son mode de pensée, et ça m'a beaucoup servi et beaucoup appris, et bien finalement que ces cultures à base de protéines végétales sont effectivement un très gros levier sur la transition agroécologique telle qu'aujourd'hui on peut le faire, parce que ce sont des capteurs de carbone, parce que ce sont des producteurs d'azote qui derrière peuvent nous éviter un certain nombre de choses, mais également peuvent favoriser effectivement la régénération des sols. Il n'y a vraiment pas d'opposition entre les productions, il n'y en aura pas au travers de cet Open, il y a simplement à apporter effectivement une très belle information au travers de ce que l'on peut faire, et surtout eh bien, d'apporter santé,
durabilité et plaisir dans notre alimentation de tous les jours. Voilà comment je voudrais lancer cet Open Agri-Food. Merci beaucoup Emmanuel Vasnex, président de l'Open. Emmanuel, je vous garde ici, si vous le permettez, pour cette première table ronde. Et je vais demander à Guillaume Garot de bien vouloir venir vous rejoindre. Guillaume Garot, qui est président du Conseil national de l'alimentation. Merci beaucoup d'être avec nous. On va demander... Merci à Philippe Noyau également de venir. Philippe Noyau qui est vice-président de l'Open et qui est président de la Chambre d'agriculture de la région Centre-Val de Loire. Installez-vous comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre. J'ai demandé à Arnaud Rousseau, président de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, de venir également. Président du groupe Avril également, qui s'intéresse à l'alimentation humaine et animale, mais aussi, et on en parlera, de l'énergie et de la chimie renouvelable. Merci d'être ici. Et à distance, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bonjour Monsieur le ministre, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien, clair et fort, comme on dit dans l'armée. Clair et fort, comme on dit dans l'armée. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de cet Open Agri-Food dans un agenda, votre agenda que l'on sait évidemment chargé, agenda de ministre dit-on forcément, et la visio nous permet de vous avoir quelques instants avec nous. Alors je dis visio mais on vous entend, mais nous on ne vous voit pas pour le moment. Je sais normalement pas si... vous devriez me voir, mais... Voilà, ça y est, c'est parfait. Merci mille fois. Re-applaudissements, très bien. Alors, avant que nous ne commencions, on vous a dit que vous alliez pouvoir intervenir, soit en posant des questions ou répondre, en tout cas aux questions qui vont vous être posées dans le public durant cette matinée. Alors, on va faire un test et on va vous demander très simplement, alors là, il s'agira d'écrire un mot. On va faire ce test. Qu'attendez-vous de cette journée? Qu'attendez-vous de cette journée? Alors ça peut être apprendre, découvrir, je ne sais pas, ce que vous voulez. Le mot qui vous passe par la tête, qu'attendez-vous de cette journée? Le public tapote. Allez-y. Musique d'ascenseur, merveilleux. Alors il n'y a rien à gagner. J'en vois qui ne jouent pas, c'est pas drôle. Vous n'avez pas... Alors... Donc on tâchera de vous remettre le QR code. Et sinon, c'est OAF 2022. Voilà, tenez, regardez. Voilà le QR code. Vous pouvez le scanner depuis votre place. Les autres l'ont fait de cette façon-là. Voilà, c'est l'accès rapide. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Impeccable. Ça fonctionne? Vous voilà connecté. Emmanuel, c'est merveilleux la modernité. Le digital. Dieu merci, on ne mange pas encore digital. On a encore le petit salé aux lentilles. Hein. J'ai compris que c'était votre... hein. Alors voilà les mots qui arrivent. Est-ce que ce sont vos mots? Apprendre, découverte. Alors je me tourne vers la régie. Ce sont les mots qui ont été donnés là maintenant? Ou est-ce qu'on a autre chose à découvrir? Non, nouveauté, éveil, santé, découvrir, discuter, débat, savoir, aliment, accéder, énergie, pragmatisme. Il y en a des mots, hein. Bon, le mieux apparemment donc, échanger, découvrir, apprendre, découverte. Ça, c'est un bon début. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez, durant la matinée, envoyer vos questions, vos observations. Elles seront prises en compte et puis on va les dépioter tout à l'heure. Voilà. Je vous ai présenté donc Guillaume Garot, Philippe Noyau, Arnaud Rousseau et à distance donc Marc Fesneau. Monsieur le ministre, donc merci encore d'être avec nous. Le sujet du jour, les protéines végétales. J'ai une première question.
pour qu'on sache de quoi il s'agit véritablement. Est-ce qu'il existe une analyse du marché des protéines végétales? Est-ce qu'on sait où on va? Connaît-on ce qui va faire l'objet vraisemblablement d'une forte demande d'avenir en France et à l'export d'ailleurs? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer le président Vastnex, le vice-président Noyau, Arnaud Rousseau et Guillaume Garot, que je suis heureux de retrouver, même en visio. J'ai malheureusement un conseil des ministres à 10h qui fait que je ne peux pas être avec vous en présentiel, donc je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il existe une analyse? Il y a plusieurs instances qui traitent de ces questions. Au niveau international, le Conseil international des céréales, qui désormais a étendu son périmètre à la question des légumineuses depuis l'année dernière. Au niveau européen, il y a un groupe d'experts qui travaille sur ces questions, qui suit un marché mensuel. Et puis au niveau national, par un système de suivi statistique. En revanche, moi, il me semble que par rapport aux questions qui sont posées, on a besoin d'aller plus loin pour faire un état des lieux à la fois des utilisations globales des protéines végétales, pour suivre l'évolution de la demande, à la fois la demande intérieure, mais aussi la demande export. Et puis deuxièmement, il y a sans doute besoin, c'est fait partie, je crois, de vos propositions, de vos questionnements, d'une cartographie des cultures de protéines végétales possibles qui soient liées aux prévisions climatiques, à la prévision de la demande, aux situations de chacun des territoires pour regarder comment on peut développer ces affaires de protéines végétales. Et puis le dernier point, pour ne pas être trop long sur cette question, mais c'est vrai qu'on a besoin de mieux observer encore ce qui se passe en termes de protéines. Simplement vous signaler que lors du Conseil du 21 novembre dernier, le commissaire européen à l'agriculture s'est engagé, et je pense que c'est un point très positif, on l'a poussé là-dessus, à ce qu'il y ait une présentation par la Commission européenne d'un plan pour le développement des protéines végétales. Emmanuel Vastnex a raison de dire qu'au-delà des mots sur la souveraineté, il faut des actes. Et le premier acte qu'il faut poser, c'est d'avoir une stratégie européenne sur ce sujet qui a parfois été mis de côté par les instances, y compris européennes. Donc pour trouver de la conquête et de la souveraineté dans ce domaine, le fait que l'Union européenne se saisisse de cette question me paraît un élément important. Alors, vous êtes ministre de l'Agriculture, mais aussi de la souveraineté alimentaire. Autrement dit, la France doit faire en sorte d'être autonome et de savoir produire les autres pays. Quels sont, selon vous, les leviers à actionner pour devenir les champions de la protéine végétale, qui est quand même un secteur très particulier? Alors, c'est un secteur très particulier. Il y a plusieurs leviers qui ont d'ailleurs commencé à être actionnés suite au lancement d'un plan, c'était il y a environ 2 ans, sur la souveraineté en termes de protéines végétales. D'abord, on a plusieurs objectifs: réduire la dépendance aux importations, améliorer l'autonomie alimentaire des élevages et puis développer une offre de produits locaux. Donc c'est sur ces 3 leviers qu'il faut travailler. La dépendance aux importations, c'est ce qu'on essaye de faire ce qu'on a essayé de faire déjà au travers de France Relance, avec un certain nombre de dispositifs. L'idée n'est pas de rappeler ce qu'on a fait, mais un certain nombre de dispositifs, l'aide aux agroéquipements, ça c'est pour les agriculteurs, pour faire en sorte qu'ils puissent mieux récolter, mieux conduire les cultures, mieux sécher ces protéines végétales. Deuxième élément, la structuration de la filière, ça c'était environ 70 millions d'euros de tête. Et puis des éléments qu'on a fait sur l'aval pour essayer de favoriser les organismes stockeurs. Première série de mesures. Deuxième série de mesures, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse, et ça fera l'objet, j'imagine, des débats que vous aurez dans la matinée, dans l'alimentation animale, dans le programme Nutrition Santé, dans ce que fait le Conseil national de l'alimentation, de faire en sorte que la commande publique ou la commande tout court de la restauration hors domicile soit au rendez-vous pour que petit à petit on fasse entrer dans les esprits. La question de l'éducation à l'alimentation d'ailleurs est pour moi un élément central, la nécessité de diversifier notre offre, notamment avec des protéines végétales. Et puis troisième levier pour moi, c'est le levier de la recherche et de l'innovation. C'est des débats qu'on a au niveau national, mais surtout des débats qu'on a au niveau européen. D'abord pour préserver notre système de certification et préserver notre filière semence qui est une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde. Et puis deuxième élément, pour aller vers des orientations nouvelles, je pense aux NBT ou NGT, on les appelle comme on veut. On va avoir des débats dans le premier semestre au niveau européen pour faire en sorte qu'on puisse vraiment déployer ces technologies qui vont permettre, par l'amélioration végétale, de mieux développer ces filières dans nos territoires. J'ai plutôt bon espoir, pour tout vous dire, que les choses se fassent. La question d'ailleurs, c'est pas de poser seulement une position française, puisque nous sommes favorables au développement des NBT et NGT, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises dans l'enceinte du Conseil des ministres de l'Agriculture. La question, c'est d'emporter une majorité. Je pense qu'on est plutôt sur un bon chemin et que j'ai bon espoir que dans le premier semestre, il serait quand même bien que ça se fasse rapidement désormais, parce qu'on sait très bien que la lenteur des procédures européennes pour aboutir à des règlements ou des directives
Et donc l'idée, c'est qu'on aboutisse dans le premier semestre à une réglementation qui permette de déployer vraiment les NBT et les NGT. Donc travailler sur la filière et la production, travailler en aval sur la consommation, en particulier en alimentation humaine, et puis travailler sur la recherche, parce que c'est 3 leviers importants pour moi pour faire en sorte qu'on développe les protéines végétales. Alors, Monsieur le Ministre, vous évoquez la recherche. Ça m'amène à une proposition. Je voudrais avoir votre avis sur cette proposition qui est faite. Faire un état des lieux des autres utilisations des protéines végétales, donc autres que alimentaires, notamment cosmétiques, construction, vêtements, car ça peut servir à tout ça, et une étude de l'évolution de la demande France et export. Qu'en pensez-vous? Je trouve ces 2 bonnes propositions parce que ça permettra de lever parfois les doutes ou les contraintes qu'on se met parfois et qu'on a pour la grande propension à se mettre en France en disant oui, mais comme il y a d'autres utilisations, on ne peut pas développer. La question, c'est de poser le débat sur les utilisations pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine, pour les autres utilisations qui sont pour moi des leviers importants. Et donc sur les 2 propositions ou ces propositions-là, il me semble que ces 2 propositions vont dans le bon sens et donc il me semble que c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler en effet. Alors, la culture des protéines végétales, elle est aussi un peu freinée par certaines difficultés, parmi lesquelles, il faut commencer par le commencement, la disponibilité même des semences. Alors, ici, au premier rang, avec nous, François Dubois de la CEMAE, qui est l'interprofession des semences, et il a une proposition à vous faire. On va lui tendre un micro. Mademoiselle, merci 1000 fois d'être avec nous. Je remercie d'ailleurs tous les jeunes qui sont tout autour, qui vous ont accueillis, etc. Merci à eux. Merci. François Dubois. Merci, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Effectivement, donc François Dubois, délégué régional de CEMAE, donc l'interprofession des semences et plants. Donc merci également à Open Agri-Food pour m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui et d'affirmer la position aussi importante de la partie semences qui est à l'origine même de toute production végétale. Vous le savez, Monsieur le Ministre. Pour ce faire, les agriculteurs ont besoin de semences de qualité et des variétés performantes, adaptées aux conditions de production et répondant à la demande croissante du marché. Alors vous l'avez dit tout à l'heure dans vos mots d'introduction, la filière semences française est une des plus performantes aujourd'hui à travers le monde. On est le premier pays producteur européen de semences. La région Centre-Val de Loire, qui est chère à votre cœur, est une des premières régions françaises de production de semences, quelle que soit l'espèce. Pour autant, la filière semences d'espèces protéagineuses, donc les pois, les févrols, soja, est en difficulté. Aujourd'hui, on prend de plein fouet l'impact du changement climatique, des ressources limitantes, notamment l'irrigation, pour ne citer que cet exemple-là. Et donc, au final, la production de semences, aujourd'hui, peine régulièrement à offrir au marché des semences en quantité et en qualité suffisante, ce qui impacte du coup le disponible pour les agriculteurs utilisateurs. De plus, on constate que les variétés sont aujourd'hui en moyenne beaucoup plus âgées en termes d'âge moyen que ce qu'on peut constater en maïs, en blé, qui bénéficient de plus de progrès génétiques au final. Donc la question prégnante, c'est comment répondre à la nécessité de produire plus de protéines d'origine végétale quand les variétés qu'on utilise aujourd'hui sont finalement de moins en moins adaptées à la pression climatique, mais également à la pression agronomique. J'en veux les exemples en termes de maladies, de pression d'insectes. Donc on a un vrai enjeu en termes d'innovation. Monsieur le ministre, vous l'avez indiqué tout à l'heure. La filière semences souhaite aujourd'hui porter un accent fort au niveau de la recherche et de l'innovation variétale pour répondre justement à tous ces enjeux et maintenir la filière au premier plan mondial et européen. Donc aujourd'hui, la proposition qui vous est faite, effectivement, c'est de lancer un grand plan recherche et développement en faveur des espèces et des variétés productrices de protéines végétales pour accompagner le progrès génétique. Ça, c'est le premier élément. Défendre également le modèle de certificat d'obtention variétale qui est le nerf même de notre système de commercialisation des semences, et puis favoriser le recours à toutes les technologies innovantes pour être capable de créer les nouvelles variétés de demain. Et vous l'avez dit, l'usage éventuel de nouvelles techniques telles que les NBT. Donc voilà un petit peu les propositions qui pouvaient être faites au regard de cette question du progrès génétique et des variétés pour la production de protéines végétales demain. Merci. Merci François Dubois. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous évoque comme réponse ? Au risque de me répéter, d'abord, je partage tout à fait la nécessité sans doute d'accélérer et de rattraper parfois le retard qui a pu être pris en termes de sélection variétale et de nouvelles avancées dans ce domaine. Alors, on a fait un premier pas dans le France Relance avec 20 millions d'euros qui ont été dédiés à un plan pour évaluer et diffuser les nouvelles variétés de légumineuses et d'oléagineux à haute teneur en protéines.
Ça ne suffira pas, reconnaissons-le. Alors, le dispositif, pour moi, qui paraît le plus adéquat, c'est la question de France 2030. Et l'idée, c'est d'essayer de vous inscrire et d'inscrire la filière dans France 2030 pour développer un programme ambitieux en termes de recherche et d'innovation. Parce que là, on a du rattrapage à faire, à la fois par rapport à la situation actuelle, mais aussi par rapport aux enjeux nouveaux que sont à la fois ce qui se passe en termes d'alimentation humaine, et puis deuxièmement, pour faire face au dérèglement climatique. Donc ça, c'est un élément très important. J'ajoute un point, vous l'avez évoqué rapidement, on ne s'économisera pas le débat, qui est déjà sur la table d'ailleurs, de l'accès à l'eau. Moi, je suis de ceux qui disent, et vous l'avez déjà entendu pour un certain nombre d'entre vous, que sans eau, il n'y a pas d'agriculture, et sans eau, il n'y a pas de souveraineté, y compris sur les protéines végétales. Il faut qu'on arrive à poser ce débat aussi tranquillement et sereinement, mais fermement en termes de volonté, que je le fais là en disant qu'il faut qu'on puisse permettre aux agriculteurs d'avoir accès à l'eau, à la fois pour produire des semences et puis pour produire tout court. Et donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il faudra travailler sur ces questions d'accès à l'eau. On peut à la fois améliorer les variétés, on peut à la fois travailler là-dessus et en même temps ne pas se délaisser de la question de l'accès à l'eau, qui est pour moi un sujet premier et un sujet pour toutes les filières, qui est un sujet évidemment très important. Deuxième élément sur les certificats d'obtention végétale, évidemment la position qui est la nôtre, c'est de défendre ce modèle qui est un modèle qui a fait ses preuves en termes de performance et donc qu'il faut défendre au niveau, alors c'est pas tant au niveau national mais au niveau européen, mais je n'ai pas forcément d'inquiétude là-dessus, mais en tout cas c'est un élément sur lequel il faut être vigilant. Et puis les NBT, NGT, j'en ai parlé, il faut qu'on arrive à montrer en quoi c'est un formidable accélérateur. Au fond, ces technologies, elles permettent de faire en 3, 4, 5 ans ce que la nature aurait peut-être fait en 1000, 2000 ou 10 000 ans, on ne sait pas bien le qualifier, mais en tout cas on a besoin, c'est un formidable accélérateur de ressources, de recherche, d'innovation pour permettre de faire face aux défis à la fois de l'alimentation que vous évoquez, mais aussi aux défis que sont ceux du défi climatique, parce que ça c'est le premier défi qu'on a devant nous. Merci, merci beaucoup. Autre question, cette fois, de Alessandra Kirsch, qui est ici juste à côté. Alors, on va vous redonner un micro également. Vous êtes directrice des études chez Agriculture Stratégie, et vous avez d'ailleurs écrit un certain nombre d'ouvrages sur les protéines végétales. C'est votre domaine d'expertise. Monsieur le ministre vous écoute. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Donc, je suis Alessandra Kirsch, directrice des études du think tank Agriculture Stratégie, anciennement Momagri. On constate que les plans de développement des protéines ont historiquement misé plutôt sur des aides au développement de la production, des aides à la production aux producteurs. Mais les filières doivent faire face à d'importants problèmes logistiques. On a des coûts de collecte qui sont particulièrement élevés parce que le périmètre de collecte est étendu pour des volumes réduits du fait de plus faibles rendements. Ensuite, il faut trier, il faut sécher, il faut stocker, avec des problèmes particuliers puisqu'on a des demandeurs de céréales qui ne veulent pas des allergènes qui sont issus des oléoprotéagineux et les acheteurs de protéagineux, eux, ils ne veulent pas de traces de gluten. Donc, c'est des allotements différenciés, c'est des contraintes supplémentaires et c'est donc des coûts en plus. Une fois qu'on y rajoute des rendements qui sont très aléatoires, comment est-ce qu'on peut aider les filières pour diminuer ces coûts logistiques et proposer aux opérateurs une offre qui soit constante en qualité et en quantité d'année en année pour leur permettre d'élaborer des formulations stables? Je vous remercie. Question qui englobe beaucoup de paramètres. Oui, en effet, qui englobe beaucoup de paramètres. Alors, il y a deux leviers qu'il faudra poursuivre dans les années qui viennent. Le premier, c'est dans les exploitations agricoles, quand même qu'on ait des capacités de stockage, de séchage qui soient renforcées. C'est ce qu'on a commencé à faire, je le disais tout à l'heure, dans France Relance. Et puis, deuxième élément, sur les organismes de stockage, on sait bien qu'il peut y avoir ce que vous évoquez à demi-mot. Au fond, ce n'est pas une logique concurrentielle, mais en tout cas des logiques qui ne sont pas les mêmes entre les filières et qui nécessitent d'organiser mieux le stockage. Il y a des moyens qui ont été mis, mais qui ne sont pas suffisants. Ça, je le dis assez volontiers. C'est environ 50 millions d'euros sur les questions de logistique, de stockage, etc. Là aussi, à mon avis, c'est dans le cadre d'un plan global, y compris dans France 2030, qu'il faudra essayer de trouver les voies et moyens pour non pas moderniser, mais spécifier ou qualifier les outils pour qu'ils puissent répondre à ce besoin particulier qui est celui de cette filière, qui sont des besoins différents de ceux qui sont ceux des céréales. Et donc, c'est là-dedans qu'il faudra essayer de trouver les moyens de développer la filière. Et puis, dire quand même qu'il y a des expériences qui sont intéressantes, qui sont déjà sur le territoire, qui ont été développées. Je pense à ce qui a été fait par l'association Lego, qui a rassemblé des entreprises, des partenaires qui couvrent tous les maillons de la chaîne pour faire en sorte qu'on puisse mieux structurer les choses. Ça a été développé dans 4 régions, dont notre région, si vous me permettez ce mot, qui permet de mieux organiser. Et ça, c'est une organisation entre les filières. Et puis, ce qui a été fait aussi par
par FILEG qui vise à favoriser les conditions de partenariat entre les partenaires de la filière. Donc il y a à la fois ce que sont les moyens en investissement, mais aussi ce que sont les initiatives et que je trouve intéressantes et qu'il faut saluer d'un certain nombre d'acteurs de la filière pour faire en sorte que l'organisation de l'amont à l'aval puisse se faire. Un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais que je voudrais évoquer maintenant avec Arnaud Rousseau, président de la Fédération président de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux et du groupe Avril. Je disais tout à l'heure un groupe d'agroalimentaire qui s'intéresse non seulement à l'alimentation des hommes et des animaux, mais aussi aux énergies. Sur les biocarburants, puisque c'est aussi un sujet, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que finalement ça ne décolle pas? Ou mal? Bien, bonjour. Ça marche, ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. D'abord, merci de cette initiative et merci de l'invitation qui m'a été faite. Peut-être avant de vous parler de biocarburants, replacer ça dans le contexte. Quand on parle de protéines, on a des protéines dans de nombreuses productions, hein, et donc globalement le bilan français est équilibré, sauf qu'il y a des protéines, notamment celles du blé, qu'on utilise peu, et on parle plutôt des plantes riches en protéines ou des protéagineux. Et il se trouve que dans les plantes riches en protéines, on sait faire de la protéine, c'est les tourteaux, essentiellement à destination de l'alimentation animale, mais ces tourteaux, ils ont un coproduit qui est l'huile. Et donc aujourd'hui, le principal fournisseur de protéines, ce sont ces plantes riches en protéines, et elles ont un coproduit qui est l'huile. Alors l'huile pour faire de l'huile alimentaire, donc c'est l'huile de colza, c'est l'huile de tournesol, mais évidemment on en a des quantités supérieures, et donc cette huile, elle a été utilisée pour faire des biocarburants depuis les années 90, biocarburants que vous avez aujourd'hui dans tous les carburants que vous utilisez à la pompe, hein, voilà, que ce soit de l'essence ou du diesel. Et puis on sait aujourd'hui même faire du 100% renouvelable, hein, avec des huiles. On sait faire tourner des véhicules, des moteurs avec du 100% renouvelable. Alors les biocarburants, on a essayé de les développer. L'éternel débat, c'est le fameux food versus fuel. Est-ce qu'on peut utiliser de l'alimentation à destination d'autre chose que de la consommation alimentaire pour faire de l'énergie? Ça s'est fait historiquement, on continue à le faire. On a des mandats d'incorporation au niveau européen et on sait le développer. Donc ce qui manque, c'est les volumes globalement, parce qu'on a des arbitrages. Et je voudrais rappeler ici que les surfaces de terres arables utilisées en France à destination des biocarburants, c'est de l'ordre de 2 à 2,5%. Donc on est dans des surfaces qui sont très modestes. Et je le dis parce qu'à l'échelle planétaire, ça peut être différent. Et quand on parle de biocarburants, il faut aussi qu'on ait une approche un peu segmentante pour qu'on ne compare pas des biocarburants européens qui coproduisent de la protéine avec du palme ou du soja qui peuvent avoir des bilans carbone ou en tous les cas des sujets de déforestation et durabilité qui sont d'autres natures. Mais pour ce qui est ce qu'on appelle les huiles de graines, les biocarburants européens, on a à la fois un sourcing de proximité, donc directement, et vous savez que en tous les cas, je vais parler pour le diesel, puisqu'avec les colza et les tournesols, on fait du diesel. On importe en Europe la quasi-totalité de nos diesels, et beaucoup de Russie. Donc dans les temps qui courent, avoir un biocarburant qui permet de répondre, ça a malgré tout du sens. Donc on a des freins d'ordre politique, on a des freins d'ordre d'incorporation, mais le principal frein, et je reviens à ce qui vient d'être souligné par le ministre, c'est la capacité à produire. Et c'est l'agriculteur qui vous parle. C'est-à-dire qu'Avril, c'est une entreprise qui a été créée par des agriculteurs pour des agriculteurs, et qui aujourd'hui fait le constat qu'on a les débouchés, on en parlera, débouchés vers nutrition animale, et je remercie de ne pas opposer la protéine animale et la protéine végétale parce qu'elles sont complémentaires. On a débouché vers l'alimentation, et c'est important de continuer à fournir. Je précise que nous n'avons jamais manqué d'huile de tournesol en France, y compris au plus fort de la crise, mais que comme la plupart des grands distributeurs avaient fait le choix de sourcing d'huile, notamment ukrainienne, évidemment, quand l'Ukraine s'est fermée, mais pour ce qui est de l'Europe et pour ce qui est singulièrement de la France, nous avons toujours eu l'huile. On a eu des problèmes de logistique, on a eu des problèmes de sourcing, mais on a toujours eu ce qu'il fallait. Et puis, le troisième volet, j'insiste, c'est la question du développement de l'oléochimie ou de la protéochimie. Et alors, permettez-moi le clin d'œil, je n'y résiste pas, mais vous voyez ces belles plaques-là de bois aggloméré. Jusqu'à maintenant, la plupart du temps, elles étaient collées avec des formaldéhydes, c'est-à-dire des colles chimiques pour coller les panneaux de bois. Aujourd'hui, avec de la protéine de colza, une première en France, on sait faire des panneaux collés avec de la protéine de colza. Si je vous dis ça, c'est parce que dans les biocarburants, on a encore des relais de croissance, malgré
la fin du moteur thermique annoncé en 2035. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut plus de moteur thermique ou est-ce qu'on veut plus d'énergie fossile? Ce qui n'est pas la même question. Et on sait faire aujourd'hui tourner dans des moteurs thermiques des véhicules, des poids lourds, des véhicules de ramassage d'ordures ménagères, des bus de ville, avec du 100% renouvelable. C'est l'oléo 100, c'est le B100. Et donc ça, on sait apporter des solutions tout de suite au mix énergétique, sans empiéter sur la capacité à continuer à fournir de l'alimentation, parce qu'on a bien ça les deux. Et on sait demain fournir des rouges à lèvres, de la colle et tout un tas de sujets à partir de la protéochimie qui va remplacer le pétrole demain. Donc vous voyez, il y a à la fois des vraies questions de production, et je crois que c'est aujourd'hui notre principal problème, et en même temps de formidables débouchés. Donc, si je vous comprends bien, le développement ultime, c'est recherche et développement. On le voit dans la cosmétique, dans l'école, etc. Là, ça va pouvoir servir et ça va développer la chaîne. J'ai une proposition. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vous y avez déjà un peu répondu. Soutenir la coproduction de protéines en contribuant à la décarbonation des transports. Complètement faisable ? Oui, très faisable. Alors là aussi, restons équilibrés. Comme un des moyens de la décarbonation, je ne vends absolument pas le fait qu'on ferait l'alpha et l'oméga de la décarbonation avec ça. C'est un des éléments demain de la décarbonation. Mais j'insiste sur le fait que pour le faire, il faudra un équilibre économique. Cet équilibre économique, j'ai parlé des plantes riches en protéines, colza et tournesol. Je voudrais dire un mot quand même des protéagineux, qui sont quasiment à l'arrêt en Europe. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique dans les exploitations agricoles. Et donc le fait générateur, et le ministre l'a rappelé, c'est la capacité à investir durablement dans des variétés qui amènent un vrai saut technologique en termes de nitige, en termes de résistance aux viroses, en termes d'insectes, enfin tout ce qu'on veut et qu'on connaît quand les exploitations, les agriculteurs les implantent. De l'autre côté, un modèle économique, et je le dis comme agriculteur, aujourd'hui il y a très peu de renouvellement de semences, parce que comme il n'y a pas d'équilibre économique, on n'est pas prêt à acheter des semences. Et évidemment, les entreprises semencières n'ont pas forcément très envie d'investir dans de la semence quand elles savent qu'elles n'ont pas de modèle de rentabilité. Et je le dis en responsabilité. Donc il faudra aussi qu'on accepte que chaque niveau de la chaîne prenne ses responsabilités. Et si demain on a des variétés, on a eu des sols de protéagineux en France qui ont atteint 800 000 hectares, on est à peine à 200 000, donc les relais de croissance existent. Dans les assolements, c'est intéressant. Sur le plan agronomique, les légumineuses, évidemment, qui vont capter avec les nodosités l'azote de l'air et qui vont réduire les charges opérationnelles de l'agriculteur, c'est intéressant, c'est aussi moins d'importation. On sait que c'est un excellent précédent. Enfin voilà. Donc sur le plan agronomique, il n'y a pas de sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a un équilibre économique pour le producteur et donc est-ce qu'on a la génétique pour pouvoir avancer. Emmanuel Vasnex, vous êtes vous-même en train de construire un extracteur de jus à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Je rappelle que vous êtes PDG de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel et vous ne faites pas, contrairement à son nom, que du lait, loin s'en faut. On en parlera tout à l'heure de cet extracteur. La protéine végétale, c'est un de vos sujets depuis longtemps parce que vous en utilisez dans un certain nombre de produits de transformation que vous opérez. Comment l'industrie peut-elle accroître elle-même cette production de protéines végétales ? Je crois, comme vient de le dire Arnaud, je vois déjà plusieurs dimensions. La première, c'est que il faut que, pour accroître effectivement la production de protéines végétales, il faut qu'il y ait un marché. Il faut qu'il y ait aussi des postures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui résolument disent voilà, la protéine végétale, c'est Anne Lauvergeon qui avait inscrit dans le plan effectivement de relance de la France les protéines végétales. Maintenant, on voit bien que l'application qui en a été faite est très loin d'être celle qu'on en attend. Ensuite, on a dans la protéine végétale deux volets. On a le volet alimentaire, et nous, effectivement, depuis 1992, on travaille sur cette notion de protéines végétales, et puis on a aussi tout le volet de l'alimentation animale. Aujourd'hui, il est complètement anormal que les vaches laitières qui consomment du tourteau de soja, ce tourteau vienne effectivement d'Amérique du Sud, parce qu'on n'a pas été capable, et ça date de la guerre, de produire effectivement ces protéines. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le besoin existe, on voit bien que les ressources sont là, il faut des moyens. Ensuite, il y a un point qui est important, c'est qu'il y a quand même une méconnaissance aujourd'hui de la protéine végétale. D'abord par sa variété au niveau des végétaux, ensuite derrière par le travail qu'on a pu y mettre depuis des années. La protéine animale, elle a été depuis plus de 100 ans décortiquée dans tous les sens, on a pu la travailler, comprendre quelles étaient les liaisons avec la consommation humaine, etc. La protéine végétale aujourd'hui, on est au balbutiement avec une diversité effectivement qui est extrêmement forte. Donc ensuite, comment l'industrie en fait finalement et les industriels peuvent faire? La première chose, c'est que l'industrie est toujours un trait d'union finalement, c'est un trait d'union entre des besoins de consommateurs
consommateurs et des besoins du citoyen, et de l'autre côté, une production agricole. Et donc, nous, on doit être un facilitateur. Moi, personnellement, je pense que je défends le modèle du collectif et du collaboratif, c'est-à-dire que globalement, on a des compétences, que ce soit dans les semences, dans l'extraction, dans tous les éléments qu'on peut faire. Et il faut cumuler ces compétences au service finalement d'un projet qu'on appelle comme on veut, je l'appelais plan Marshall tout à l'heure, mais qu'effectivement, comment est-ce qu'on développe effectivement des productions de protéines végétales. Et dans l'atelier qui vous sera présenté, qui s'appelle chez nous l'atelier Innover, donc Jean Thibault le présentera tout à l'heure, c'est vraiment le fruit de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu absolument détenir cet outil. On a Sophie Protéol qui nous a accompagnés sur la partie amont agricole et qui nous amène finalement tout le réseau et la connaissance de ce que l'on connaît sur l'extraction, sur les semences, etc. Et puis on a traité effectivement avec Savencia tout un plan de recherche en fait finalement sur la protéine végétale pour voir derrière, une fois qu'on l'a produite en qualité et en quantité, quelles sont ses applications. Voilà, donc je pense que ensuite, et je crois que c'est très important, et Monsieur le Ministre l'a dit tout à l'heure, il faut, je crois, arrêter de saupoudrer en fait finalement les éléments qu'on va donner en termes de recherche et d'innovation, parce que la clé, c'est tout ce qui va se passer, c'est la recherche, c'est les startups, c'est toutes ces choses, ces gens qui vont travailler sur une partie en fait finalement du modèle, et qu'on dise vraiment, voilà, l'axe, c'est les protéines végétales pour les différentes raisons qu'on a pu citer, et à partir de ce moment-là, on y consacre des moyens importants, tous ensemble, au service effectivement d'une alimentation de qualité, au service peut-être d'une alimentation mondiale, parce que je pense que c'est une vraie réponse demain qui peut être donnée. Et nous, derrière, on sera les initiateurs en fait finalement de ces modèles-là, parce qu'on aura la compétence, parce qu'on aura la connaissance, et qu'on ira derrière, non pas produire en France pour ces pays-là, mais développer de la technologie dans ces pays-là pour arriver à développer. Donc voilà comment, je pense, l'industrie peut accompagner. Mais je reviens, il faut qu'on ait une vraie volonté aujourd'hui de dire, c'est sur ces choses-là qu'on doit consacrer effectivement des moyens. Une question de Béatrice Maire qui est au premier rang. Vous êtes alors chocolatière. Moi j'ai appris ce mot-là. C'est un mot que vous avez inventé. Bravo. Et vous avez une question pour Emmanuel. Je précise Béatrice que vous avez créé une pâte à tartiner qui commence à être un peu connue, que vous réalisez à partir de la févrole, une graine protéagineuse assez ancienne, et vous faites la très fameuse tartimousse. Une question pour Emmanuel. Oui, bonjour. Donc, chocolatière, pas vraiment. Le Graines de Choc, en fait, fabrique des produits finis à partir de févrole, donc aussi bien du salé que du sucré. Et je suis donc à l'initiative d'un projet de structuration de filière févrole dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, après bientôt 5 ans de travail, le constat est qu'il y a encore énormément de verrous tout au long de la chaîne de valeur. Donc on en a déjà parlé là tout à l'heure, mais le producteur déjà, les variétés les plus adaptées à l'alimentation humaine qui ne sont pas forcément celles qui sont le plus adaptées au climat actuel, les problèmes de collecte, les coopératives qui ne sont pas équipées ou qui ne souhaitent pas collecter des petits volumes, les problèmes ensuite de qualité sanitaire qui sont liés à tout ça, de pré-transformation avec le trioptique, le décortiquage. Au final, c'est un vrai parcours du combattant entre la semence et le produit fini, et on se retrouve à commercialiser des produits beaucoup trop chers. Et du coup, ça coince aussi au niveau de l'aval. Voilà, donc que pensez-vous de la création de filières intraterritoriales, d'aller consolider ces filières pour faciliter ces transformations? Alors, si vous le voulez bien, pardonnez-moi, Emmanuel, je vois que, Monsieur le ministre, vous nous l'avez dit en ouverture, vous avez un conseil des ministres à 10h et je vois qu'il est 53, ce qui va obliger votre chauffeur à rouler un petit peu vite. Je pense que, donc, naturellement, vous allez devoir nous quitter. Un mot peut-être en conclusion, ce que vous avez envie de dire aux participants ici de l'Open Agri-Food. D'abord, merci de m'accueillir et de m'avoir accueilli ce matin. Désolé de ce contretemps qui me fait effectivement vous quitter. D'abord, je trouve que Emmanuel Vasnex l'a dit, saluer la mémoire de Xavier Belin, parce que je pense que c'est un lieu. Vous demandiez au début qu'est-ce qu'on en attendait. Au fond, qu'est-ce qu'on en attend? C'est une analyse de la situation actuelle, des différentes difficultés que rencontre la filière pour essayer de monter en gamme. Je partage tout à fait ce qu'a dit Arnaud Rousseau sur la capacité qu'on a, non seulement en alimentation animale, en alimentation humaine, mais aussi au travers d'autres utilisations industrielles, je pense au carburant, mais pas seulement au carburant, ce qu'on peut faire. Donc, merci de cette initiative. Ça permet aussi de rééclairer le sujet et de faire en sorte qu'on continue à développer. Emmanuel Vasnex faisait part d'une certaine façon d'une forme d'impatience en disant au-delà des mots de la souveraineté, il faut la dérouler. Il a forcément raison, mais
sur ce sujet-là, on a besoin aussi d'être sur le temps long. Quand on dit recherche, quand on dit réorganisation des filières, quand on dit les organismes stockeurs, on a besoin aussi de penser le temps long. La question, c'est d'avoir de la continuité dans l'effort dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on ait des programmes de recherche, qu'on ait des programmes d'investissement qui soient pluriannuels et qui permettent aux opérateurs de se mettre dans une logique en disant on en a pour plusieurs années, donc on peut s'aligner et on n'est pas simplement sur un coût qu'on ferait sur une année et pas sur le pluriannuel. Donc la pluriannualité de notre effort, à mon avis, j'y verrai parce que c'est un élément essentiel pour crédibiliser la démarche que vous allez faire. Donc merci à vous de votre accueil et bonne journée de travaux. Merci beaucoup Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté cette invitation. Alors, la réponse, on sentait dans les mots de Béatrice à l'instant, elle a dit « parcours du combattant ». Oui, je la rejoins tout à fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement tout le résultat d'une filière qui se crée, en fait, qui est en train de se développer, avec des gens qui y croient, des gens qui y croient moins, des difficultés. Hein. On voit que les problématiques qu'on peut avoir dans les protéines végétales sont différentes. Il y a la problématique des allergènes aussi, qui est une problématique extrêmement importante. Après, moi, je pense que le ministre vient de parler de temps long. Je pense que de toute façon, sur le temps long, on a raison. C'est-à-dire qu'on a raison de parler de circularité, on a raison de parler d'investissement dans les territoires. On voit que ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois a profondément changé, en fait, finalement, notre manière de raisonner. Hein. On manque de transport, on a les problématiques énergétiques qui sont monstrueuses en termes de coûts. Donc ça va nous amener, en fait, finalement, à penser différemment. Le problème, c'est que des fois, on n'a pas les moyens de cet accompagnement, et c'est là, finalement, où il faut le faire ensemble. Donc la circularité est une réponse. L'accompagnement aussi d'entreprises, je pense, nous, en région Centre, on accompagne une société qui s'appelle Berry Grain, et qui, effectivement, a développé un certain nombre de produits très innovants et de qualité dans le domaine de la protéine végétale destinée à être consommée. C'est aussi le rôle qu'on doit avoir au niveau des acteurs. Et c'est là, tout à l'heure, quand je parlais de collectif et collaboratif, il faut créer des consortiums, il faut mutualiser effectivement nos forces, comprendre les problématiques, parce que c'est des problématiques extrêmement importantes. Et puis ensuite, il y a les effets de masse, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des solutions ensemble à résoudre, à augmenter finalement la taille pour atteindre les tailles critiques, pour en faire effectivement des outils qui soient rentables. On le voit aujourd'hui, et je pense que c'est une des grosses difficultés. Il ne faut pas, peut-être être un peu violent, mais reproduire ce qu'on est en train de faire dans le bio. C'est-à-dire que globalement, on a emmené les gens dans le bio en disant « allez-y, c'est la panacée, tout va être le bio, etc. » Et on voit qu'on s'est pris un mur à 180 km/h et que là, on est en train de mettre des gens en très très grande difficulté, que ce soit des exploitants ou des productions. Donc ne faisons pas la même erreur, construisons effectivement nos filières, écoutons, c'est pour ça que des lieux comme ici sont extrêmement importants, et rassemblons effectivement les gens et les avis autour de ça. Mais la circularité, pour moi, elle est évidente dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines, au travers de ça, y compris derrière, qu'est-ce que l'on fait des coproduits de ces produits-là, qui à mon avis sont excellents pour les productions animales également, au travers de ce que l'on peut faire. Et on n'est qu'au début en fait de ce que l'on connaît au travers de recherche. Alors votre propos, Emmanuel? Oui, on peut. Votre propos, Emmanuel Vasnex, vise à promouvoir le circuit court et l'alimentation de nos circuits courts, effectivement. Alors, j'en profite pour donner la parole à Philippe Noyau, qui est agriculteur, qui est président de la Chambre d'agriculture Centre-Val de Loire, vice-président de l'Open, d'ailleurs, l'Open AgriFood. Vous êtes aussi acteur d'un système local qui s'appelle LEGO. Alors, LEGO, ça veut dire légumineuse à graines du Grand Ouest. En quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, c'est parti de 3 régions, mais il n'y avait pas la région Centre à l'époque. Donc c'est le Grand Ouest, pour ça s'appelle Grand Ouest. Donc Normandie, Pays de Loire et Bretagne, dont le président Jean-René Meignet, que je félicite et que j'accueille, qui est le président, qui a été un moteur, et on se rencontre régulièrement à l'agence de l'eau, comité de bassin, et donc il m'a dit, mais est-ce que la région Centre est candidate pour aussi être dans ce Grand Ouest, pour pour participer à cette filière qui est partie de l'idée, et ça rassemble un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce matin. L'idée, c'est il y a une demande, donc on part du prestataire, et on descend pour arriver à l'agriculteur, dans le but, l'agriculteur, lui, son premier but, ça a été souligné tout à l'heure, c'est d'avoir un assolement, c'est-à-dire de multiples cultures, dont celle qui produit l'azote, pour que la culture suivante ait moins besoin d'azote acheté à l'extérieur, donc d'être plus résilient, que l'exploitation soit plus résiliente, tout en gagnant sa vie. Et ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué, ça a été souligné tout à l'heure, puisqu'on a un manque de recherche,
Ça a été souligné, tout a été dit en fait. Mais nous, on essaie de rassembler un petit peu tout ça pour faire de façon qu'on puisse produire, que la chaîne de stockage, donc on a parlé tout à l'heure de stockage, organisme stockeur, de transformation, de distribution, et à la fin, le consommateur par l'intermédiaire du prestataire. Donc toute la filière est là. Maintenant, il faut remplir toutes les cases pour être le plus proche possible, de la consommation. Ceci dit, ça a été souligné tout à l'heure, il y a un petit problème qui est le contexte pédoclimatique. Et quand on se projette, et ça, je pense que ça va être discuté cet après-midi avec un collaborateur de la région Centre, pas de notre chambre d'agriculture, c'est quand on se projette à 2050 avec un changement climatique qui va faire qu'il fera de plus en plus chaud. Et c'est la chaleur. Il y a le manque d'eau et la chaleur. Parce qu'en fait, c'est des petites plantes qui, s'il fait trop chaud, la fleur est cool, on l'appelle. Donc il n'y a pas de gousse, il n'y a pas de graines. Donc ça, il faut résoudre ce problème-là avec les NBT, entre autres, ou toute recherche. Mais si on ne sélectionne pas de nouvelles variétés qui pourront arriver à supporter ce changement climatique, un manque d'eau, mais il va falloir de l'eau quand même. Des légumineuses semoirs au printemps sans eau, ça ne passera pas non plus. Et puis, une plante qui ne supportera pas la chaleur, donc il y a vraiment un enjeu fort. Donc quand on a dit tout ça, on a besoin de tout le monde. Donc on a besoin de tous les maillons de cette filière-là, et on a besoin en parallèle donc des producteurs de semences, enfin des sélectionneurs, avec aussi donc une Europe qui soit d'accord pour qu'on aille plus vite dans cette recherche. Et peut-être qu'on la fasse aussi à plusieurs pays, parce qu'on peut avoir des contextes pédoclimatiques qui soient les mêmes. Donc après, la construction a été faite, mais Jean-René pourra intervenir dans la journée ou tout à l'heure. Après, il faut des sous un peu pour monter ça. Donc c'est un objectif de 2 ans pour remplir les cases de cette filière-là, que tout le monde se parle, pour que chacun récupère sa valeur. L'objectif, c'est une chaîne de valeur, que tout le monde s'y retrouve. Et en ayant sa juste valeur, bien sûr. Ce qui fait qu'au final, peut-être qu'il y aura un prix qui sera un petit peu supérieur par rapport à des graines qu'on achètera en Sud-Amérique, mais qui ne sont pas produites de la même façon que les nôtres. Donc après, à nous de rationaliser pour qu'on soit tous gagnants, pour réussir le projet, donc répondre à la demande qui a été demandée tout à l'heure, comment répondre à cette mise en place de cette filière, parce que pour l'instant, on est dans le balbutiement. Lego, vous l'avez créé il y a combien de temps? Comment? Lego, ça a été créé il y a combien de temps? 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc temps de travail, on est sur le avec temps long, hein, ça a été voilà, dit on a répondu à des appels à projets, donc appels à manifestation, je crois. Donc on a un financement, donc assez important quand même ce financement-là, parce que pour mettre en route toute la machine, il faut quand même un budget conséquent. De l'agriculture à l'assiette, Guillaume Garot, président du CNA, le Conseil national de l'alimentation. Pour développer les protéines végétales, on l'a dit, hein, tout le monde l'a dit avant, il faut qu'il y ait un marché. Ce n'est pas le tout d'en produire, mais il faut encore qu'il y ait des gens pour les acheter. Quelles sont les actions prioritaires, selon vous, à mettre en place pour inviter les protéines végétales dans nos assiettes? Que recommande le CNA? Merci beaucoup de votre question. Et puis, merci à Emmanuel Vastnex de nous réunir aujourd'hui à Orléans pour une nouvelle édition d'Open Agri-Food sur un sujet qui est finalement insuffisamment traité dans le débat public. Et je lui avais dit, Emmanuel, merci beaucoup parce que, enfin, une journée d'échange et de dialogue, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, sur cet enjeu majeur. Moi, j'ai plaisir à être avec vous ce matin comme député. Je salue d'ailleurs Caroline Janvier, ma collègue de l'Assemblée nationale, votre députée du Loiret. Député qui connaît bien le sujet, parce que j'ai omis de le dire, pardon, vous avez été ministre délégué à l'agroalimentaire. Nul n'est parfait. Vous connaissez un petit peu le sujet. Et j'interviens aussi comme président du CNA, du Conseil national de l'alimentation. C'est aussi à ce titre que Emmanuel m'a invité. Alors, moi, je veux d'abord dire que je me reconnais complètement dans le propos liminaire d'Emmanuel Vastnex ce matin. Il a dit la question, c'est de rééquilibrer, s'agissant du consommateur, la part des protéines dans l'assiette. Et Nathalie Hutter-Lardreau vous en dira davantage dans la matinée, mais c'est un petit peu moins d'animal et davantage de végétal. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on renonce aux protéines animales. On est bien dans le rééquilibrage. Et comme élu d'un département et d'une région du Grand Ouest, puisque c'est les Pays de la Loire, productrice de protéines animales, évidemment, je veux rappeler cela. Mais pour répondre à votre question, alors en effet, le CNA a travaillé sur les nouveaux comportements alimentaires et sur la façon dont on peut
promouvoir ces nouveaux comportements dans une approche durable. Parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement, voilà, il faut consommer davantage de protéines végétales, il faut savoir pourquoi aussi on le fait. Et on le fait pour des raisons qui sont globales. C'est-à-dire faire que demain, on soit dans des systèmes de production et de consommation alimentaire qui permettent de préserver nos ressources, donc de préserver la planète. Et la première chose que nous avons dite, c'est que le levier principal du point de vue des politiques publiques, c'est la restauration collective. Ça va de soi, mais c'est aussi bien de le rappeler. Nous avons voté en 2017 une loi qui s'appelle Egalim et qui met 50% de local bio ou de produits sous signe de qualité dans l'assiette des convives, les enfants ou tous ceux qui ont accès à la restauration collective. Je pense en particulier aux seniors dans les EHPAD. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est bien, on va mettre un peu plus de protéines végétales dans l'assiette. Moi, je crois qu'il y a quand même 3 choses à dire, ou plutôt à faire, s'agissant de ce rééquilibrage. La première chose à dire, c'est qu'on ne réussira pas si, fondamentalement, on n'est pas dans une éducation à l'alimentation. Parce que c'est très bien de dire tout ce qu'on dit ce matin, et on est convergents, je crois, les uns les autres. Mais si d'abord, on ne donne pas aux enfants des repères sur l'alimentation, sur la nutrition, sur la production, la consommation, si on ne donne pas tous ces repères-là, ces savoirs-là, ces connaissances-là, on risque de ne pas aller bien loin. En tout cas, ça ne sera pas suffisant. Et donc, il faut être bien clair sur la nécessité, mais ce n'est pas simplement des mots, hein, d'une éducation à l'alimentation. Et de mon point de vue, ça se fait à l'école et pas simplement en dehors de l'école. Ouais. Ne comptons pas simplement sur les familles pour transmettre tout ça, mais mobilisons l'éducation nationale dans ce grand dessein. Donc, je veux le redire, et le CNA le dit, rien ne sera durable, rien ne sera possible sans d'abord l'éducation à l'alimentation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est bien d'éduquer les enfants et c'est nécessaire aussi de former les professionnels. Parce que c'est un changement aussi dans nos pratiques, dans nos assiettes. Oui. Mais c'est Emmanuel qui disait, il faut quand même du plaisir, surtout en France. La gastronomie, ça veut dire quelque chose. Notre culture de l'alimentation, c'est pas rien. C'est fondateur de ce que nous sommes, nous, Français. Donc, ça signifie qu'il faut un vrai mouvement, ça veut dire une vraie action politique, publique, pour qu'on puisse former les professionnels. Alors, quels professionnels? Ceux de la restauration collective, oui. Ceux qui sont en cuisine, mais aussi ceux qui achètent les denrées, hein, pour qu'on ne conçoive pas les protéines, l'assiette de protéines végétales comme la punition du midi. Vous voyez, c'est quand même ça qu'il y a dans l'inconscient, ou même dans le conscient collectif. Donc, il y a un vrai travail de formation. Et enfin, je vais vite. Hein, je vous en prie. Le troisième levier, à notre avis, et je m'exprime toujours au nom du CNA, c'est qu'on inscrive cette éducation, cette formation et ces politiques publiques dans une stratégie européenne qui a été rappelée par le ministre Fesneau. On est dans le pacte vert, on est dans de la ferme à la fourchette. On doit dire que demain, on a besoin, au plan européen, d'une stratégie, d'une vraie stratégie pour les protéines végétales. Je rappelle que la Commission y va à reculons sur ce sujet-là. C'est les États qui sont moteurs, mais la Commission va à reculons. Nous annonce néanmoins un plan pour l'année prochaine, mais on voit bien qu'on a besoin de volontarisme à ce niveau-là. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut qu'on inscrive cette assiette de protéines végétales dans un mouvement beaucoup plus vaste qui est la transition agroécologique de notre production agricole et alimentaire européenne. Ce qui veut dire que dans ce troisième point, dans ce troisième levier, il faudra accompagner et là aussi former nos producteurs.
Parce que j'entends tout ce qui se dit sur la révolution technologique à l'œuvre. Hein, il va falloir qu'on soit plus vigoureux et sans doute plus efficace sur de nouveaux produits appuyés sur des avancées technologiques. Très bien, très bien. Mais je le dis, ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi accompagner nos producteurs agricoles en particulier, pour qu'on arrive à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles façons de produire, et dans une visée agroécologique, bien évidemment. Et ça, c'est de la formation. Et donc, ce sont des politiques publiques qui engagent l'Union européenne, qui engagent l'État, et le plan de relance, moi je l'ai toujours dit, il ne peut pas être assis uniquement sur un investissement dans les machines. Il faut qu'on investisse aussi dans cette formation, c'est indispensable. Et il faut qu'on mobilise les régions, et je me tourne vers la vice-présidente de la région, votre région, Madame Girard, parce qu'on aura besoin d'investir massivement aussi dans la formation des hommes et des femmes qui demain vont produire. Et dans la salle, il y a beaucoup de jeunes. Ben, formidable. Vraiment, merci d'être là, parce que ça vous appartient, cet avenir-là. Mais il faut que vous soyez vous-même formés à tous ces enjeux-là, de la production, de la transformation et de la consommation. Donc voilà ce que je voulais dire pour répondre de façon un peu générale à votre question. Mais je crois vraiment que ce sont les leviers pour agir. Bien sûr. Merci beaucoup Guillaume Garot pour ces mots qui engagent beaucoup la jeunesse, puisque c'est à elle que va revenir de transformer l'impulsion que nous, on est en charge de leur donner encore maintenant. Alors, on va vous inviter à classer ces propositions dans l'ordre de ce qui vous semble le plus important. Donc vous avez la possibilité sur votre téléphone avec l'index de déplacer, ou avec le pouce d'ailleurs si vous avez des petits pouces, moi je fais ça avec l'index généralement, vous déplacez dans l'ordre qui vous convient, le plus important en haut, le moins important en bas. Je vous relis ces propositions. Établir une cartographie des cultures de protéines végétales. En B, faire un état des lieux des autres utilisations des protéines végétales. On l'a vu avec notamment les biocarburants. Faciliter la recherche et le développement. Aider les organismes stockeurs. Aider à l'organisation et la rationalisation des flux logistiques. Soutenir la coproduction de protéines en contribuant à la décarbonation des transports. Encourager la création des filières intraterritoriales, on l'a vu avec l'EGO dont nous parlait Philippe Noyau à l'instant, et puis encourager les citoyens à consommer davantage de protéines végétales. C'est ce que vient de nous dire Guillaume Garot. Voilà, vous avez juste à cliquer. Alors, laquelle, pardon, je vous ai parlé de ranking tout à l'heure, je me suis complètement gouré, mais ça, bon, voilà. Les jeunes auront corrigé, les moins jeunes se posent encore la question. Vous cliquez sur celle qui est la plus importante. 1000 excuses, je me suis trompé. Le temps que vous votiez, messieurs, je vous laisse regagner les rangs. Merci infiniment d'avoir participé et d'être venus. Merci beaucoup.